Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne ferai pas mine d'être impressionné de me trouver là devant vous et de prendre la parole à cette tribune. J'ai vécu des choses autrement éprouvantes, vous pouvez me croire. Nous ne sommes plus que 7, et nous avons laissé le sort désigner celui qui serait l'émissaire du groupe. C'est tombé sur moi. J'ai donc fait le voyage. Ne me demandez pas comment, la filière est secrète, et je compte bien l'emprunter à nouveau dans l'autre sens, pour rejoindre les miens quand je vous aurai dit ce que j'ai à vous dire. Apprendre votre langage n'a pas été bien difficile. Ne sommes-nous pas réputés pour nos talents d'imitateurs? Je sais reproduire la sirène de vos cargos, le vrombissement des moteurs de vos avions, le petit claquement sec de vos sécateurs, mais je ne suis pas venu pour vous distraire ou pour vous amuser. Ce temps-là aussi est révolu. Le spectacle est terminé, rideau. Nous ne sommes plus que 7, 5 mâles et 2 femelles. Le rapport inverse nous eût été plus favorable, relativement à nos chances de survie, j'entends. Mais sur cela non plus, nous n'avons pas prise. Nous nous sommes toujours montrés pacifiques avec vous. Il fallait vraiment que vous enfonciez le bras dans notre terrier pour que nous consentions à vous mordre, ou que vous tombiez tout rôtis entre nos crocs quand vos corps jonchaient vos champs de bataille et que le grand ménage nous était confié. Nous ne sommes pas venus vous chercher, nous ne vous avons pas pris en chasse. C'est vous toujours qui avez ouvert les hostilités. Vous avez brandi vos fouets, vous avez lancé vos harpons, vous avez épaulé vos fusils. Partout, vous nous avez traqués, votre majesté, mesdames, messieurs. La forêt la plus sombre où nous avions notre repère, vous y avez jeté la lueur de l'incendie. Vous avez sculpté dans l'eau l'escalier qui vous a conduit au fond des plus insondables abysses, où nous avions notre refuge. Vous vous êtes hissé sur la canopée et vous avez laissé derrière vous les papiers gras de votre pique-nique. Vous avez gravi le sommet de la montagne abrupte où nous avions bâti notre nid. Vous vous êtes glissé dans les galeries où nous avions enfoui nos larves. Vous nous avez pris le tronc creux et le madrépore, le buisson et la rivière. Il ne nous reste que l'arc-en-ciel. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas là pour vous attendrir. Nous savons que vous gardez vos larmes pour assaisonner vos chagrins, pour ondoyer vos morts, que vous ne pleurez que sur vous-même. Une vraie douche alors, à se demander comment vos pieds peuvent puer autant. Et ce n'est pas une découverte de notre flair exceptionnel, les grands arbres aussi dépérissent à votre approche. Je ne suis pas venu non plus vous supplier. Vos intérêts sont engagés et je n'ai rien à faire valoir contre de tels enjeux. Je ne vais donc pas me fatiguer à pousser mon trille, je ne soulèverai pas une charge 50 fois supérieure à mon poids, je n'effectuerai pas un bond de 12 mètres, je ne prendrai pas la couleur de ce pupitre, et vous ne verrez pas davantage scintiller mes écailles. D'ailleurs, ce n'est pas cela en nous qui excite votre convoitise. Monnaie de singe pour vous, nos trésors. Si vous nous avez braconnés, harponnés, exterminés, si nous ne sommes plus aujourd'hui que 7, 2 femelles et 5 mâles, mesdames, messieurs, c'est pour vous vêtir de nos plumes. Vous voulez notre ivoire et notre ambre. Vous nous tranchez les mains pour en faire des cendriers. Vous arrachez nos épines pour vos mikados, nos dents pour y sculpter vos idoles. Et vous vous offusquez encore quand parfois nous vous mordons la fesse. Mesdames, messieurs, et toi aussi, Sérénissime Altesse, pourtant vous n'avez pas besoin de notre rostre ni de nos griffes pour vous déchirer de haut en bas. Je vous dois cette justice, vous ne vous ménagez pas non plus. Vous toussez avec nous dans le nuage produit par votre cerveau en surchauffe. Vous avez mis le feu au ciel, la banquise se défait. Pardon. Nous cherchons notre feuille. Nous dérivons sur cet iceberg qui ne sera bientôt plus assez gros pour rafraîchir votre whisky. Chacune de vos seigneuries crache plus de fumée qu'un volcan, et vous avez le front de justifier vos éradications, nous traitant de nuisibles et de parasites. Or, qui est le plus contagieux, dites-moi? Nous mourrons de vos grippes, la tremblante de l'homme nous décime sur nos cimes. Mesdames et messieurs, vos mains sont d'implacables cisailles, des faucilles, camarades. La forêt recule quand vous apparaissez, vous lui faites peur. Le désert progresse sur vos talons, vous semez du sable derrière vous pour retrouver le chemin de votre maison vide, de votre jardin mort, de votre solitude. Je suis venu rugir, barrir, ululer à cette tribune pour vous sauver, parce que vous nous inspirez de la pitié, savez-vous, parce que nous sommes bien placés pour vous représenter l'horreur d'un monde sans nous, ce lugubre enclos réservé à l'espèce humaine dont vous êtes en train de forger les grilles. Voilà un zoo qui va manquer de visiteurs. Il vous faudra compter sur le seul ténia. Vous finirez par l'aimer, faute de grives. Vous donnerez un petit nom charmant à votre vers solitaire. Il y aura les années en A,
et vous le nommerez Astor, Alcide, Anatole, et les années en paix, ce sera Pipou, Panchaud, Pépin. Le monde sans nous, votre Excellence, mesdames, messieurs, essayez un peu d'en prendre la mesure sans l'aigle ni le cheval, sans les 10 mètres du serpent Python. Vous pensiez sans doute que notre point de vue comptait pour rien, mais qui a pesé les fruits dans les arbres pourtant? Qui possède parmi ses organes sensibles le radar, le sonar et la boussole? Qui sent venir l'ouragan? Qui pousse le premier cri quand la terre se fend? Et qui a exploré le fond des mers? Qui connaît le goût des feuilles du jujubier? Je ne crois pas vous avoir jamais vu dormir sous l'herbe autrement que mort. Dites-moi si je me trompe. Vous savez si peu de choses de ce monde. Vous n'avez jamais dansé avec une algue. Vous ne pouvez même pas imaginer l'aventure que c'est de vivre dans une fleur. Quand tombe la nuit, plus rien ne subsiste pour vous de ce globe terraqué que son satellite lunatique, alors que nous lui voyons tant de diaprures nouvelles, tout un prisme de couleurs secondaires, plus chatoyantes. Il m'en coûte d'être ici, de contraindre mon larynx à former ces syllabes qui, déjà collées les unes aux autres, comme ceci ou comme cela, ont été proférées par tant de discoureurs. Ces phrases sinueuses qui savent servir une cause et son contraire, la thèse et l'antithèse avec le même entrain. Moi, je préfère feuler en me faufilant entre les racines et les lianes. Nul ne se méprend sur le sens de mes interventions. Mais j'ai l'impression que je ne peux user de votre langue sans devenir spécieux, hypocrite et manipulateur, que le mensonge est inhérent à son principe. Comment pourrais-je me faire entendre dans ces conditions et qu'allez-vous comprendre? J'aurais peut-être dû m'en tenir à ma première idée, oui. Oui, j'aurais sans doute dû me présenter là devant vous, mesdames, messieurs, simplement, et hurler à la mort. Merci beaucoup, Éric Chevillard. Merci pour cette lecture. Merci pour votre présence ici à la Fondation Michalski. Merci au public d'être venu à votre rencontre. Tout à fait, merci à vous. Avant de vous présenter, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer dans quel contexte a été écrit ce texte et pourquoi vous avez souhaité introduire cette rencontre par cette lecture? En fait, à l'occasion de la COP 21 en 2015, une vingtaine d'écrivains avaient été sollicités pour former un parlement sensible. C'est le nom qui avait été donné à cette brève et provisoire organisation. Et on devait prendre la parole à la tribune de l'Assemblée nationale, tour à tour, et en proposant une sorte de discours. Et moi, j'avais trouvé judicieux de laisser s'exprimer les animaux à ma place. Cette manifestation était prévue le jour qui, en fait, a suivi les attentats à Paris, du Bataclan, dont on est en train d'ailleurs de faire le procès en ce moment. Si bien qu'évidemment, la manifestation a été annulée. Et ce texte, je crois qu'il y a eu malgré tout un recueil de ces discours qui a été publié. Et là, puisqu'il était question du parler animal, de l'écriture des lieux, en plus c'est amusant, après l'intervention de Vinciane Després, qui présentait des animaux écrivains, pourquoi pas des animaux orateurs, discoureurs, s'adressant à leurs persécuteurs. Voilà. Merci. Donc Éric Chevillard, vous vivez à Dijon, vous nous avez rejoint en train il y a une petite heure. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans publiés aux éditions de Minuit. Je ne vais pas tous les citer, mais citons Palafox, un animal polymorphe, La nébuleuse du crabe, Du hérisson, Le vaillant petit tailleur, prix Vepler, Sans l'orang-outan, sur lequel nous reviendrons, puis Choir, cette île terrible d'où il a d'ailleurs disparu, Juste ciel, où le jeune décédé Albert Moindre explore la vie après la mort, personnage d'ailleurs qu'on le retrouve en gardien de zoo dans Sans l'orang-outan, et en biographe de Dino Egger, L'homme qui n'a jamais existé. Citons également Ronce Rose, L'explosion de la tortue, et tout dernièrement Monotobio, en un seul mot. À cela, il faut ajouter d'autres livres édités chez Fata Morgana, Noir sur blanc, L'Arbre vengeur, des créations pour la radio, un feuilleton de 6 ans dans le monde des livres. Et chaque jour, vous publiez 3 petits fragments ou notations, je ne sais pas d'ailleurs comment vous les appelez, sur votre blog, l'autofictif. Aujourd'hui, samedi 11 septembre, vous avez publié le 4794e. Donc il y a 3 fragments comme tous les jours. Je vais lire le second, qui m'a fait beaucoup rire.
Il s'était caché dans ma chambre, assoiffé de sang, mais avant d'éteindre, j'ai vu ses pieds qui dépassaient de sous le rideau et j'ai pu anéantir cette saleté de moustique. Vos œuvres sont volontiers décrites comme spéculatives. Vous modifiez, retirez une donnée, l'existence des orang-outans par exemple, puis en déroulez avec une implacable rigueur, une grande logique, les conséquences. C'est le fameux « et si » qui produit d'autres mondes possibles. Et souvent, dans vos livres, il s'agit de mondes sans, bien obligés de se recomposer. D'ailleurs, dans le texte en préambule, vous parliez déjà de monde sans nous. Cette idée de monde qui doit se recomposer, vous l'énoncez très directement, page 63 de Sans l'orang-outan. Et je vais vous demander de nous lire cette page, qui est une page presque de théorie dans votre texte. Dans ce vide, je suppose que c'est le vide constitué par la disparition des orang-outans. Dans ce vide, c'est abîmer notre monde ancien. De telles modifications de son ordre sensible ne pouvaient demeurer sans effet. Donc, les modifications, c'est la disparition des orang-outans. Je précise le contexte, que dans ce livre, le dernier orang-outan meurt, et on se rend compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on imaginait, la disparition de l'orang-outan est tout sauf anodine, puisqu'il tenait entre ses bras, d'une certaine façon, la chaîne du vivant, et il tenait toutes les causes et les effets. Enfin, la disparition de l'orang-outan introduit une rupture totale dans l'ordre du monde, et tout s'écroule, tout s'effondre. C'est en fait, en quelque sorte, le début d'une apocalypse. Dans ce vide s'est abîmé notre monde ancien, de telles modifications de son ordre sensible ne pouvaient demeurer sans effet. L'écosystème gravement lésé et désorganisé ne fut pas moins bouleversé que si la Terre avait tremblé sur son socle. Elle a bougé d'ailleurs, désaxée, déroutée, cahotant dans l'ornière nouvellement apparue, en place de l'orbite soyeuse, et finalement précipitée dans des trajectoires folles. Contre-coup, répercussions en chaîne, chaque créature, chaque chose de ce monde reçut sa petite secousse. Tout se décala légèrement ou se dilata. Il fallait meubler, remplir, boucher, colmater, occuper d'une façon ou d'une autre les espaces abandonnés. Autant de déchirures, de brèches, de failles, de fractures irréductibles, et faire tenir l'ensemble, malgré cette vacance soudaine au sommet de l'édifice, avec nos forces défaillantes. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer plus particulièrement la présence d'animaux dans vos textes et la question de leur disparition, de notre monde autant que de notre langue, de notre littérature. Ces voix animales, nous tenterons également de les donner à entendre en lisant ensemble 2 dialogues tirés de votre livre zoologique, donc paru l'an dernier chez Fata Morgana. C'est un livre qui regroupe 18 dialogues entre une femelle et un mâle de la même espèce ou d'espèces voisines, que vous désignez par elle et lui, systématiquement, et qui vivent en captivité dans un zoo. Durant notre rencontre, les illustrations diffusées sur l'écran derrière nous sont tirées également de ce livre. Elles accompagnent les textes sans lien direct avec eux. Voilà, vous allez en voir un certain nombre défiler, et elles sont de Philippe Favier. Alors, première petite question. Je me suis posé la question de votre rapport personnel au monde animal pour vous intéresser à ce point à leur cas et vous mettre très souvent tout de même de leur côté. Disons que j'aime bien les hommes, mais s'il n'y avait que cette compagnie-là sur la Terre, je m'ennuierais assez vite de cette compagnie. Le spectacle, moi, d'abord les animaux, avant même de les aimer ou d'avoir une espèce de compassion ou je ne sais quelle relation un peu trouble avec cette altérité-là, c'est pour moi un spectacle que je peux inlassablement regarder, une mésange qui s'ébroue dans la gouttière de l'abri de mon jardin, ça me suffit comme cinéma et comme télévision. Ce sont autant de points de vue sur le monde que j'essaie de me représenter également, parce qu'on est très vite prisonnier de l'étroite vision que l'on a depuis la meurtrière de percer dans notre mur. Et pour enrichir ce monde, pour essayer de le percevoir sous toutes ses faces,
il nous faudrait justement l'œil à facettes de certains insectes, où il nous faudrait parvenir à éprouver ce rapport sensible aux choses, à la chaleur, à la lumière, etc. Et parfois, par un effort comme ça d'empathie on parvient un tout petit peu à imaginer ce que c'est que d'être une bête. Et je trouve qu'on en fait un énorme profil intelligence, on fait un grand profil à sensibilité, et surtout le monde en est rafraîchi. Enfin, le vieux monde qui très vite devient le spectacle de notre propre fatigue, de notre lassitude, de notre ennui, de notre vieillesse, de notre inertie. Et quelquefois, il suffit qu'un animal s'y faufile pour ranimer un peu tout ce spectacle et lui redonner du sens. Par ailleurs, alors si en tant qu'écrivain, l'animal est aussi, on le sait, une figure métaphorique, allégorique. Quelquefois, j'en fais cet usage, un peu presque comme un fabuliste. En fait, j'oscille sans cesse entre un rapport vériste, enfin un rapport à la nature telle qu'elle est, avec le soin qu'on doit en prendre et la qualité qu'on doit reconnaître à ces êtres-là, et donc les considérer pas uniquement et même pas du tout comme des petites figures sur notre propre plateau de jeu ou dans nos poèmes. Mais en même temps, quelquefois, effectivement, l'animal est aussi un mot pour l'écrivain, comme une couleur. Il se trouve que les noms des animaux sont très souvent magnifiques. Hippopotame, autruche. Enfin, voilà, ce sont des mots, si on devait s'en passer, je trouve que voilà, si la littérature devait se passer des noms des animaux, il se produirait un peu la même chose que si le monde devait se passer des animaux eux-mêmes. C'est-à-dire un désert s'ouvre sous nos yeux. Alors, outre cette richesse de points de vue, lexical, votre bestiaire, donc très très riche, hein, sur l'ensemble de vos livres, est-il là aussi pour nous sensibiliser, nous, lecteurs accessoirement humains, à leur sort? Alors, pour être honnête, ce souci de ce qu'on appelle l'éthique environnementale m'est venu assez tardivement, en fait. Maintenant, c'est un peu pour moi mon point d'entrée dans la considération que j'ai maintenant pour l'espèce de débâcle à laquelle on assiste de la planète, les menaces qui pèsent sur notre monde. Je trouve que la meilleure manière de l'apercevoir, c'est effectivement de s'intéresser aux animaux et de voir effectivement quel carnage s'opère un peu partout dans le monde et qui sont en fait les premiers à disparaître. Ça remonte à loin, puisqu'on sait que c'est souvent les conquêtes, les explorateurs qui ont commencé à détruire des espèces en arrivant sur des continents ou sur des îles où ils vivaient paisiblement. Mais avec évidemment la puissance technique qui est la nôtre et la violence des modes de vie humains contemporains, ce désastre est de plus en plus rapide. Et là, effectivement, je ne dirais pas que je deviens un écrivain engagé politiquement, très actif sur la question de la cause animale, mais je trouve que c'est vraiment, même égoïstement, enfin, puisque comme on le lisait là un peu, c'est-à-dire je pense que si un animal disparaît, l'homme est menacé tout de suite aussi, quoi. Alors dans Sans l'orang-outan, ça se termine par une solution pour le moins radicale en vue de plus ou moins sauvegarder cette espèce. Donc ce livre est tout de même un bon exemple de votre manière de dérouler cette chaîne de conséquences et de montrer à quel point, à travers la disparition des animaux, c'est la disparition de l'homme qui est en jeu. Cette question de la disparition, de la finitude presque, traverse vos écrits. Ce matin encore sur votre blog, il en était question. Le tout premier fragment parlait je cite de mémoire, vous m'arrêtez si je fais erreur, mais de la disparition de gâteaux à la figue et de feutres à fine mine noire. Et vous terminiez tout de même ce fragment par quelque chose comme « voilà ce que sera le monde sans nous ».
Oui, ça. Oui. Voilà, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas fait le parallèle avec les animaux, mais oui, j'utilise pour écrire depuis très longtemps un feutre à mine fine, noire, assez banal, mais en même temps très précis. Et la dernière fois que j'ai voulu me le procurer, il n'existait plus. Catastrophe, me voilà désarmé. Et oui, dès que disparaît quelque chose, je trouve que une harmonie, alors l'harmonie n'existe pas, mais enfin un ordre en tout cas dans lequel on avait appris à circuler, s'effondre et je trouve qu'effectivement on peut se projeter dans ces petites micro-disparitions, notre propre disparition, c'est-à-dire le fameux le monde continuera sans nous, etc. Effectivement, avec un ordre différent et notre point de vue manquera quand même peut-être comme manque le point de vue des animaux qui disparaissent, qui est un point de vue unique et singulier. Là, je parle l'orang-outan, c'est très flagrant et c'est facilement pathétique, puisque l'orang-outan, c'est notre frère. Enfin, c'est vraiment notre frère. Enfin, il suffit d'observer un orang-outan pour éprouver un trouble incroyable, parce que c'est non seulement notre frère, mais il est à la fois notre frère démuni et aussi notre frère le plus sage. Il est à la fois une sorte d'enfant ou de malheureux imbéciles, et en même temps un grand sage, quelqu'un qui assure une espèce de pérennité d'un monde si fragile par ailleurs, dont nous on n'éprouve que la fragilité et la disparition, puisqu'on l'abîme, on le brise à chaque fois qu'on progresse dans une technique, on sème la désolation simultanément, alors que les animaux sont de tout temps ont été les mêmes au même endroit, et le monde autour d'eux essaie de tenir. Même une vache dans un pré, c'était la même il y a 3 siècles, il y a un millénaire à peu près. Enfin, encore qu'il y a effectivement des animaux de l'agriculture qui sont un peu transformés, mais bon, c'est encore autre chose. Et cet appauvrissement du milieu se répercute pour vous dans la langue. Je vais lire un court passage de Sans l'orang-outan encore. Vous écrivez « L'ouragan emporte aussi le nom de l'orang-outan, et voici notre langue orpheline à son tour, car le cygne ne survivra pas longtemps au singe, ou si peu, si mal, pour quelques érudits bègues, quelques amateurs de dictionnaires, comme le Dronte, embroché jusqu'au dernier à la fin du XVIIe siècle par les colons de l'île Maurice. » Le Dronte étant le dodo, c'est ça ? Oui. Ça pose la question de la porosité entre le monde de la langue, de la littérature, de l'imaginaire et du monde concret, celui dans lequel nous vivons. Il me semble que dans vos écrits, ça marche dans les deux sens. La disparition des êtres entraîne la disparition des mots, et la disparition des mots me semble en retour entraîner la disparition des bêtes. Oui, parce que c'est tout de même étrange la manière dont le monde existe pour nous. Il n'existe que parce que nous le nommons, en fait. Il y a cette phrase qui est en même temps très emphatique, mais le verbe fait chair, enfin, ou dans la Genèse, comment les choses apparaissent, c'est quand elles sont nommées. Donc le monde n'existe vraiment pour nous que dans cette représentation verbale que l'on en a. Donc les mots c'est pour ça qu'il faut aussi prendre soin des mots, comme des animaux, parce que si on abîme, si le lexique diminue, par exemple, notre vision du monde s'appauvrit tout en même temps. C'est pour ça que j'associe effectivement très souvent ces deux menaces, ces deux périls. D'autant que, comme je le disais, les noms des animaux sont extrêmement beaux, comme si on avait, à un moment donné, quand même eu soin des animaux en les nommant, qu'on avait su leur donner des noms magnifiques à la hauteur de ce qu'ils sont. Vraiment, c'est très étonnant. Et donc, voilà, ce sont deux choses précieuses et menacées. Est-ce qu'il y a un aspect presque performatif ? Est-ce que nommer, écrire les animaux, c'est les garder vivants ? Alors ça, évidemment, c'est un peu le leurre, c'est l'illusion dont se bercent les écrivains, mais s'ils ne font pas un peu semblant d'y croire, il n'y a plus vraiment de raison d'écrire, effectivement. Nous allons lire le premier dialogue. Oui. Donc c'est un dialogue entre deux flamants roses. Flamant rose donc, est son titre. Juste une petite précision pour rendre justice au texte d'Éric Chevillard. Il y a dans le livre des indications de jeux de scène dont nous ne pouvons pas tenir compte ici.
Ah oui. Ça ne gêne pas la compréhension, mais voilà. Ils sont sur une patte. Les flamants roses et ils changent de régulièrement de patte. Donc, si vous voulez, je croiserai. Je ne m'engage pas à faire pareil. À vous le titre. Les flamants roses, alors. C'est toi ou t'es encore un autre? Pour te répondre, il faudrait d'abord que je sache qui tu es toi-même. Je comptais sur toi pour me le dire. Tu as oublié? L'ai-je jamais su. Ce matin, je me sentais bien. Puis j'en ai croisé une autre que j'ai prise pour moi. Et du coup, je ne suis plus sûre de rien. Cette autre était peut-être bien moi, en effet, plus j'y pense. Mais en ce cas, qui suis-je? Nous avons pourtant des moyens de nous distinguer. Ah oui? De vagues nuances de rose. Ce n'est pas faux. Il nous suffit de perdre une plume ou de nous mouiller un peu et nous ne nous reconnaissons plus. Toi, pourtant, tu me donnes l'impression de bien te connaître, d'avoir bien cerné l'animal. Je bluffe. On dirait pourtant que tu n'as plus de secret pour toi. C'est peut-être que nous sommes sans mystère. On change, tu veux bien? Ça, c'est bien un mystère, non? Pourquoi nous tenons-nous ainsi sur une patte? La réponse serait décevante, mieux vaut parfois ne rien élucider. Tu es qui déjà, on a dit? Toi ou un autre? Toi, je crois. C'est aussi tout ce rose qui m'écœure à force, à croire que la noirceur nous est interdite, et l'ironie. La grande turbine excavatrice de la négativité, pas pour nous. Tous en rose, les uns, les autres, en rose tout le temps, comme si nous étions les habitants stupidement béats d'une utopie sucrée, sinistre en vérité, à vomir. Tout ce bonbon, quand je vois un de leurs gosses avec une barbe à papa, j'ai l'impression qu'il a attrapé l'un des nôtres par la patte. Nous manquons d'individualité et donc d'altérité, tous si semblables que c'en est effrayant, la définition la plus parfaite de la solitude. Mon reflet infiniment répété sur le miroir des eaux, et ils sont longs nos fleuves, ils sont vastes nos océans. Un peu moins par ici, peut-être. Mais dites-moi, à qui ai-je l'honneur? Vous me prenez un peu de court. Nous nous sommes déjà rencontrés, non? En effet, ma silhouette ne m'est pas inconnue. Tu as toujours tiré autant sur le orange? Je ne sais plus. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Tu penses que je suis une autre? Est-ce que ça dépend de moi? Va savoir. En tout cas, nous nous sommes bien trouvés. Alors, quel préalable éthique, sensible, quelles précautions éventuellement prenez-vous ou ne prenez-vous pas lorsque vous donnez voix, comme dans ce dialogue ou comme dans le texte lu en préambule, à une ou des bêtes? Alors là, dans tous ces dialogues, il y a toujours aussi une petite fable humaine conjugale, je dirais. C'est un dialogue entre un homme et une femme. Et il y a toujours... J'essayais de traiter à la fois une véritable problématique animale, selon les espèces considérées. Il y a un dialogue entre des pandas, il est question donc de la menace de l'extinction. Mais il y a également toujours une sorte de texte allusif concernant les relations hommes-femmes, ou bien telles qu'elles sont vécues dans la société, ou bien telles qu'elles sont vécues dans un couple, avec ou des querelles, ou en tout cas des luttes d'autorité ou de pouvoir, enfin des choses comme ça qui se jouent, mais en essayant à chaque fois de partir de quelque chose qui concernait vraiment les espèces considérées à chaque fois. C'était un peu le jeu. Et dans l'idée première, mais ça je pense que j'ai pas tout à fait réussi mon coup, sauf peut-être dans un ou deux dialogues. J'ai voulu essayer de trouver une langue qui honorerait aussi quelque chose de la stature, de la posture de l'animal en question. C'est-à-dire, par exemple, il y a un dialogue entre des suricates, donc c'est un petit animal très énervé, toujours en mouvement, très très mobile, donc il parle en phrases très courtes, il s'interrompt eux-mêmes, il se coupe la parole. Ce sont des monologues extrêmement rapides, décousus, comme si sans cesse il fallait passer à autre chose. Voilà, le dialogue entre les éléphants, ce sont des longues phrases, plus posées, plus... Bon, c'est tentative, disons. Et est-ce que vous avez des trucs, une manière de travailler pour rendre compte de ces intensités animales par les mots, le langage humain? Donc vous parliez des postures. Comment vous travaillez pour vous approcher? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'était très intéressant, qu'à la fois vous essayez d'être très proche, de revenir aux bêtes mêmes, dirais-je, c'est Anne Simon qui dit ça, et en même temps,
vous n'êtes pas loin de l'allégorie, de la fable parfois, et vous mêlez les deux registres. Donc, comment vous faites par les mots pour trouver la juste mesure entre ces deux dimensions? Je pense que ça oscille parfois dans une même phrase. J'ai toujours pensé que la fantaisie, par exemple en littérature, ou les formes délirantes de poésie, gagnaient à avoir un socle de savoir solide. C'est-à-dire, j'aime assez quand il y a un peu de science, un peu de connaissance. Alors moi, c'est une science tout à fait abusive. C'est pas une science que je possède vraiment, mais c'est une science que j'acquiers souvent, brièvement, mais qui me suffit pour informer en quelque sorte mon texte. Et à partir de là, l'écart en plus entre la fantaisie ou les formes délirantes que la littérature affecte quelquefois, le spectre va être encore plus large si on a par ailleurs du concret. Parce qu'on peut écrire comme les surréalistes, en lâchant la bombe et la bride à ce que notre inconscient relâche. Mais assez rapidement, ce sont des textes extrêmement obscurs, fumeux et finalement inutilisables. Alors que si on part de l'information, de la science presque, la poésie va pouvoir se déployer d'une façon plus extraordinaire encore. Et comment vous vous documentez? Alors sur les animaux, je lis des textes de naturalistes. J'aime beaucoup, en plus, de toute façon, la littérature naturaliste. Enfin, j'ai toujours beaucoup, même Buffon ou Pline, ce sont des textes assez formidables, même même évidemment quand ce sont des textes anciens bourrés d'inexactitudes ou d'approximations. Buffon est un magnifique écrivain, par exemple, ou Fabre. Enfin, il y a beaucoup de naturalistes qui sont aussi de beaux auteurs, comme si, encore une fois, le soin qu'ils prenaient de leur sujet, de leur objet d'étude, était passé aussi par la langue. Et la précision, comme ça, des taxinomies. Il a fallu quand même... il a fallu rendre justice aux bêtes en les nommant. Ça, c'est quelque chose qui est très flagrant. Si on avait le même soin pour toutes les choses... peut-être que le monde serait plus hospitalier. Dans l'un des dialogues, notamment celui qu'on va lire à la fin de cette rencontre Bois-Piton, vous fustigez, enfin votre narrateur fustige la méprise, et même la méprise ontologique, parfois. C'est une manière, vous montrez dans vos textes souvent une colère à l'égard de la méconnaissance de ce que sont les animaux dans leur réalité à la fois biologique, leur manière d'être et de vivre. Est-ce qu'il y a une part un peu d'éducation dans ces textes? Est-ce qu'il y a une envie de faire connaître cette réalité-là? Non, ça, je n'ai pas cette généreuse ambition. Pas tout à fait, non. Je fanfaronne un peu avec ce savoir qui, encore une fois, tout ce que l'on apprend à propos des animaux est riche et précieux. Ce sont des façons de vivre, ce sont presque des petits modèles politiques, ce sont des utopies réalisées, ce sont des manières de survivre dans des conditions qui sont aussi les nôtres et des manières différentes de nous. Donc j'aime beaucoup m'informer de tout ça. Ça m'intéresse de savoir comment d'autres que les hommes s'en tirent en quelque sorte. Survivre, traverse le temps, se reproduisent, quelles sont leurs stratégies, leurs modes d'adaptation. Et puis la grande aventure de l'évolution, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, enfin, qui ne cesse de me passionner. Donc voilà. Et vous transmettez cette passion dans vos textes, qui sont... très inventifs, précis, et qui font la part belle aussi à l'ironie, à l'humour noir, à l'autodérision. On l'a un petit peu entendu dans le précédent dialogue. Une dernière petite question avant de lire le deuxième dialogue. À quoi sert l'humour en littérature, et en particulier dans ce type de texte qui implique ce qu'on appelle des altérités non humaines, des animaux?
des créatures. Parfois, ce sont des créatures, vos personnages. L'humour, c'est toujours ma pente quand j'écris, s'il se trouve que c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est... comment dire ? Dès que quelque chose se fige dans la gravité, je n'y crois plus. Mon scepticisme irrévocable condamne toute réalité qui prend une forme grave pour s'énoncer. Enfin, je n'y crois plus. Et en quelque sorte, il faut que ça bascule. Il faut qu'il y ait un moment où la fantaisie, ou l'humour, avec son excès, comment dire, il y a un comique de l'excès, il y a une espèce aussi de violence de l'humour quelquefois, par rapport au réel, à la langue qui en rend compte. Il y a quelque chose dans la littérature vers quoi je tends, qui est là une espèce de perfection formelle, mais qui est aussi une emphase, encore une arrogance humaine qui finit par me déplaire. Donc la littérature devient l'objet que j'attaque, l'objet à démolir, alors que c'était par la littérature que j'espérais pouvoir m'en prendre à tout le reste. Tout à coup, c'est la littérature elle-même qui devient insupportable de prétention, en quelque sorte. Donc il faut qu'elle soit un peu sapée et sabotée, elle aussi, à son tour. Il n'y a pas de raison, en quelque sorte. Et donc l'humour est une manière de... Oui, alors voilà, ça doit être une manière d'éviter d'être pontifiant, dit-il. Deuxième dialogue. On va lire le deuxième dialogue qui s'appelle Boa Python. Depuis le début, il se trompe. En prétendant que je suis le boa et toi le python, serait-il aveugle ? Ils n'ont Dieu que pour eux-mêmes. On dit qu'ils confondent aussi le tapir et le tamanoir. Plus maintenant. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Pour le tapir et le tamanoir, leur méprise ne portait que sur les noms. Alors qu'à notre sujet, la confusion est totale. Même les herpétologistes les plus versatiles font systématiquement l'erreur. C'est une méprise ontologique. C'est grave. Très grave. Deux gros tuyaux constricteurs aux écailles luisantes qui se meuvent lentement. Voilà ce que nous sommes pour eux. Comme les apparences peuvent être trompeuses. Ils se prennent pour les dieux de la Genèse. Ils séparent les espèces, ils les classent, ils les dénomment. Pourtant, les dieux qui nous ont créés ne sont pas les leurs. Le mien m'a longuement roulé entre ses larges paumes. C'était très doux. Je me suis allongé. J'aurais voulu que cette volupté dure toujours. Elle dure. Tu n'as pas perdu 1 centimètre. Au contraire, tu n'as fait que croître encore. Puis il m'a dit, toi tu seras le python, et je l'ai avalé. J'ai avalé mon créateur aussi, après avoir reçu de lui mon nom. Boa, tu seras le boa. Et depuis nous le digérons. Une vie n'est pas de trop pour ça. Il pèse un peu sur l'estomac, en effet, ou sur la conscience, comment savoir ? Mais c'est bon aussi de sentir nos sucs gastriques qui le rongent. Comme ils fermentent, comme ils bouillonnent, comme ils corrompent et dissolvent la tendre substance de Dieu. Voilà pourquoi nous donnons toujours aux visiteurs l'impression que nous dormons, enroulés sur nous-mêmes. Lovés. Les paupières mi-closes, nous jouissons en silence. Nous avons voulu n'être que cette jouissance, ne développer que notre intestin pour savourer infiniment notre Dieu délicieux. Pas seulement du bout de la langue comme ils font du leur, non. Nous le laissons fondre sur toute notre longueur. Puis nous nous mordons la queue et c'est reparti pour un tour. Ils ne connaissent que nos écailles, mais nos muqueuses sont tapissées de papilles. Toute notre tendresse est intérieure. Quel goût a le tien ? Le mien est sucré légèrement, onctueux, une crème. Le mien a la saveur du métal, c'était un Dieu inflexible. Disons que j'ai su l'assouplir. Je suis l'étui de cette épée, la valeur de ce sabre. Tu me fais goûter ? D'accord, mais alors toi aussi. Ils s'embrassent et restent méditatifs un moment. De temps en temps, quand même, nous gobons un petit animal. C'est une offrande pour notre Dieu. Une fois dans notre vie, aussi, par amour, nous lui offrons un sacrifice humain. Merci. Je propose de passer aux questions.
du public. Il me semble qu'on a un micro quelque part. Quelqu'un a une question? Alors, ici. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de disparition d'animaux. Quel est votre sentiment par rapport à la disparition de la vue des animaux, de l'observation des animaux par le plus grand nombre? Je pense à la fermeture de certains zoos, à l'annulation de certains spectacles animaliers, par exemple, dans les cirques. Excellente question, parce que je suis très, très ambivalent là-dessus. C'est vrai que bon, les animaux de cirque, comment peut-on faire asseoir des éléphants sur des tabourets alors qu'il y a des gens debout dans le public déjà? Non, mais enfin, c'est un peu différent. Les animaux de cirque, alors je sais que les dompteurs sont très attachés à leurs fauves, etc., mais c'est quand même pas exactement leur place, reconnaissons-le. Les zoos non plus, mais alors vous avez raison, c'est peut-être ce que vous sous-entendez, c'est que si les enfants, enfin de nos sociétés en tout cas, ne voient plus d'animaux du tout, évidemment leur émotion quant à la disparition de ceux-ci sera moindre. Et pour les enfants, parce qu'on n'a pas parlé des enfants, mais c'est étonnant comme l'animal est présent dans le monde de l'enfant, d'une façon d'ailleurs parfois étonnante, mais enfin, tous les héros des livres illustrés pour petits-enfants sont des animaux. Alors ce sont des animaux humains, hein, ce sont des animaux qui s'appellent Léo, Léa, qui ont des problèmes avec leurs parents, etc. Mais ce sont des animaux, les peluches du monde des enfants sont tous des animaux. Enfin, les enfants vivent au milieu des animaux, donc de ces animaux factices, de ces animaux humanisés en quelque sorte, mais je ne sais pas pourquoi, les enfants savent bêler et aboyer avant de savoir parler. Enfin, les enfants sont fascinés par les moutons. Quand on se promène avec eux, ils imitent les cris des animaux. Il se passe quelque chose quand même entre les enfants et les animaux. Ils s'emparent aussi de la langue au même moment. Et on voit bien à quel point les animaux les passionnent. Quand ils voient un chien en laisse, c'est tout de suite incroyablement fort pour eux. Donc, s'ils ne voient plus jamais de girafe, de lion... Moi, je sais que j'ai fait un grand profit des zoos. J'ai adoré me promener dans les zoos. Bon, alors il s'agit évidemment d'un problème après éthique. Et doit-on enfermer les animaux? Il me semble que certains parcs animaliers qui, par ailleurs, ont des programmes de sauvegarde des espèces et qui font très attention à la manière dont les animaux sont traités en clos, etc., pourraient continuer à exister sous forme d'espèces oui, vraiment de parcs animaliers plutôt que de zoos, avec des enclos misérables. Mais bon, par exemple, moi, je vais pratiquement jamais à Paris sans aller saluer Nénette et ses confrères orang-outans à la singerie du Jardin des Plantes. Cette ménagerie du Jardin des Plantes en plein Paris, c'est quand même... Les animaux ont peu d'espace, etc. Et en même temps, voilà, c'est pour l'information des Parisiens, pour que quelque chose du monde sauvage reste visible. Peut-être que certains animaux doivent se sacrifier. Il faudrait qu'ils soient volontaires, ça serait mieux. Mais... Et puis il y a aussi le plaisir tout simple de voir des animaux, de voir l'incongruité de l'animal et son irréfutabilité, comme disait Vialat. C'est-à-dire il faut quand même être confronté de temps en temps à l'animal pour le respecter, pour le connaître. Alors voilà, c'est très compliqué. Hein. Je reconnais que moi je ne créerais pas un zoo, par exemple. J'aurais du mal à enfermer un gorille derrière des grilles. En même temps, si je sais qu'il y a un gorille dans un zoo, je vais aller le voir. C'est ça. Je laisse la faute et la culpabilité aux autres et je vais jouir du spectacle. Voilà. C'est honnête. D'autres questions? Bon. Ah. J'ai pas vraiment de questions, et vu qu'il n'y a pas de questions, est-ce que vous seriez d'accord de lire un autre dialogue? Mais si quelqu'un a posé une question, je laisse
le micro à quelqu'un, mais... Bon, si vous voulez. Hein. Oui, je veux Les lions. Les lions, c'est page combien? 71. Là, vous verrez, ça recoupe un peu la grande question du féminisme. Le mâle couché sur le flanc, la femelle fait des allers-retours d'un bord à l'autre. On entend venant de la salle une sonnerie de téléphone idiote. C'est exaspérant, à la fin il faudrait leur demander d'éteindre leur portable en entrant. Je suis à chaque fois tiré du sommeil, je dors la journée, moi je ne suis bon à rien avant le crépuscule. Tu donnes tout après la fermeture, quoi, quand les visiteurs sont partis. Ils n'ont qu'à ouvrir la nuit, après tout nous sommes les vedettes ici, oui ou non? Tu penses bien que le public ne se déplace pas pour contempler un porc-épic ou un oiseau-mouche. Ils viennent pour nous, surtout pour moi, ne te vexe pas, et c'est comme ça. Tu as attendu leurs enfants, le lion, le lion. Si j'étais leur père, je l'aurais mauvaise. Je me sentirais quelque peu atteint dans ma dignité, dans mon autorité, dans ma virilité, carrément nié dans ma fonction, l'image du père. Il suffit d'un lion, même d'un lion couché, pour peu qu'il ait de la crinière, et l'image du père s'efface comme la carte du valet devant celle du roi. Le bonhomme aura bien du mal à la restaurer ensuite. Il a intérêt à marquer des buts dans le championnat interclub de sa province. Férocité gratuite. Navré de te contredire, ils ont payé. Ah, un flash. Les photos aussi devraient être interdites. Ce mitraillage du matin au soir, j'ai l'impression d'être encore le gibier de leur safari. Tu adores ça. Il faudrait nous donner au moins le pouvoir de les contrôler, ces photos, de supprimer celles qui nous déplaisent. Nous nous trouvons surpris dans des positions humiliantes. Coucher sur le flanc, par exemple? Ce sont des scènes qui peuvent être tout à fait justifiées dans le contexte et choquantes si l'on ignore celui-ci. Tu as entendu parler du droit à l'image? Savons-nous ce qu'ils en font de toutes ces photos? Il y a 2 ou 3 portraits de moi dont je suis assez content. On les distribuerait à l'entrée et voilà. Ceux qui sont vieux de 10 ans, où tu poses en majesté, où tu as l'air terrible et la crinière un peu plus fournie qu'aujourd'hui? Le roi des animaux, le gouverneur de la savane. Exactement, et celle où j'ai un quartier de bœuf dans la gueule, tu sais. Oui, oui, on dirait que tu rentres de la chasse. Dommage qu'il y ait le tatouage de la boucherie sur la carcasse. J'ai du sang jusque sur les moustaches, celle-là, elle est très bien. Photo officielle du souverain. Je n'en veux pas d'autre. S'il te plaît, cesse d'arpenter le terrain comme ça, tu me fatigues. Tu es fatigué? Allonge-toi un moment. Permets-moi tout de même de te rappeler que ce sont les lionnes qui chassent. Quand tout est prêt, le mâle s'attable. Il ouvre son opinel et il s'octroie les meilleurs morceaux. De tels comportements sont complètement anachroniques. Je ne sais pas si tu en as conscience. Il serait peut-être temps dans cette cage aussi de prendre en considération les évolutions récentes de la condition félinine. Ici, tout est différent. On nous coupe notre viande, pour un peu, on nous la mâcherait. Si nous mangions du poisson, ils nous en ôteraient les arêtes. Et les yeux qui pourraient nous faire peur. Tout cela ne favorise pas l'estime de soi. Nous finissons par perdre confiance en nous. Et notre poil de son lustre. Nos dents de leur mordant. Nos réflexes de leur vivacité. Nos instincts de leur infaillibilité. Et nous nous laissons photographier comme des chiots dans un panier pour le calendrier des postes. Nous avions tant de superbes. Même nos rugissements ne sont plus ces coups de tonnerre qui faisaient frissonner la brousse. Des femmes sifflent en croyant que leur petit mari ronfle. Notre réputation en prend un coup. Si nous ne restaurons pas notre image, nous n'aurons bientôt plus que mépris l'un pour l'autre. Cette fois, il est temps, nous avons trop attendu. Tu as raison, il faut le faire. Sans tarder. On va le faire. Déchiquetons un gardien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça a éveillé une autre question? Ce sera plus confortable peut-être. Du coup, je voulais demander si le fait de parler d'un animal en particulier, ça a influencé votre manière d'écrire. Et je pense notamment à Palafox, en fait, qui est un animal quand même polymorphe. Est-ce que ça a influencé au cours du récit, en fait? Parce que, j'imagine, par rapport à certains écrivains qui expliquent qu'ils ont une trame, pas grossière, mais comment dire, ils ont une trame, une idée du livre, fait, au départ, mais en fait, après, les choses, elles se font au fur et à mesure. Donc, est-ce que le choix de l'animal ou de la créature, en fait, va influencer cette manière d'écrire? Oui, certainement, parce que l'animal arrive avec
justement, l'animal arrive avec des potentialités nouvelles pour le texte, en quelque sorte. Ce texte qui était l'œuvre d'un homme avec son petit matériel d'humain, d'un seul coup va prospérer et s'enrichir grâce justement aux façons d'être de l'animal. Effectivement, c'est pas hyper conscient, mais ça se produit. Et vous parlez de Palafox, c'est un livre dont on n'a pas parlé, mais qui est très vieux, qui date de 90, je crois, et qui est un animal. Alors, c'est un animal qu'on croit être en métamorphose permanente, puisqu'en fait, de temps en temps, il est décrit comme un moustique, quelquefois comme un éléphant. Il peut être absolument tous les animaux. Et en fait, c'est pas tellement qu'il se métamorphose. Dans mon idée, c'était qu'il était la proie de tout un tas de spécialistes animaliers appartenant aux divers domaines du naturalisme, disons. Et chacun s'emparait de la bête et justement voulait la nommer et la rendre prisonnière de ses phrases, de sa taxinomie, de ses définitions. Et c'est plutôt le regard de l'homme qui essaie toujours de réifier, de saisir, de tenir. Mais c'est en même temps un bel effort, je trouve, que l'on fait, que l'on doit refaire sans cesse. Et la manière dont les discours peuvent se contredire et s'opposer pour s'emparer de la créature infiniment mouvante qui finalement est le monde animal dans son entier. Et voilà, on a l'impression que chaque homme essaie de confisquer cette vie fluide, mobile, infiniment ramifiée que les animaux nous offrent, et que la langue à la fois est ce qui est le ciment qui fige toutes ces représentations, mais c'est en même temps le seul outil qu'on ait pour les faire exploser, les relâcher dans la nature, on pourrait dire. Et est-ce que ça influence l'écriture? Est-ce que la nature polymorphe de cette créature, par exemple Palafox, a influencé oui, parce que, la langue? Oui, parce qu'il y a cette expression qui dit passer du coq à l'âne. Ben, en fait, ce texte, c'est ça. Je passe du coq à l'âne en permanence, avec tous les petits maillons logiques que je dois créer pour rendre cohérente cette espèce d'infini dégradé qui permet d'aller, voyons, je me souviens, en partant par exemple des rayures jaunes et noires, on a à la fois l'abeille et le tigre. Donc ensuite, il y a un jeu d'échelle, et puis voilà, on peut passer comme ça, glisser de l'abeille au tigre de façon imperceptible. Il y a tout un jeu évidemment avec aussi de rupture, d'effets, mais voilà. Parce que quand vous parliez par exemple du texte avec les suricates dans Zoologique, moi j'ai en mémoire, parce qu'en fait j'ai entendu la fiction radiophonique sur France Culture, donc j'ai les voix en fait en même temps, quand je lis même quand j'entends, j'ai les voix dans ma tête. Et en fait effectivement, donc, quand vous avez écrit, ça a aussi influencé sur le rythme du coup. Oui. Du fait de faire des phrases très courtes, des choses à rythme assez saccadé en fait. Est-ce que ça s'est joué sur les autres textes avec les animaux? Oui, en fait, mais non, parce que effectivement, vous avez raison de souligner ça. Au départ, ça devait être joué et ça devait être renforcé, tout ça, ces effets de rythme, cette espèce d'adéquation que j'essayais de trouver entre une langue et l'animal aurait pu être favorisée par le jeu des comédiens, notamment. Le problème qu'on a eu, c'est c'est très très difficile c'est devenu une pièce radiophonique parce que ça c'était encore possible, mais comment représenter un animal? Plusieurs metteurs en scène ont cherché, on a pensé à des marionnettes, on a pensé à laisser des situations extrêmement humaines, c'est-à-dire un peu comme on a fait là, sans essayer de jouer du tout l'animal, parce que les tentatives qui ont été faites tournaient assez rapidement au ridicule, même quand les comédiens étaient bons. C'était difficile. J'espère qu'un jour, quelqu'un aura la bonne idée, un metteur en scène aura la bonne idée pour représenter ces dialogues. Là, elle n'a pas été trouvée, en fait, sauf à la radio, effectivement. D'ailleurs, c'est toujours en ligne. Oui, la pièce radiophonique, on peut l'écouter. Ouais, c'est des couples de comédiens qui sont à chaque fois différents, donc ça c'était intéressant. Il y en a certains qui sont bien emparés du texte. D'autres questions?
Bien, ben, merci beaucoup. Éric Merci à Chevillard. vous, merci à vous tous, merci d'avoir été là.